Bonjour, je m'appelle David Vauclair, bienvenue à Au cœur du monde pour ce 145e numéro. Voici les 5 nouvelles de relations internationales qui ont pu retenir votre attention et la mienne. Commençons par une nouvelle que vous connaissez tous. Les forces israéliennes ont arraisonné le Madlin à destination de Gaza, s'engageant à rapatrier Greta Thunberg et ses camarades militants, tout en distribuant l'aide modeste du navire via les canaux officiels à Gaza. La flottille de la Liberté protestait contre la crise de l'aide humanitaire dans la région et contre le blocus naval israélien de la bande de Gaza qu'Israël présente comme un obstacle important à l'importation d'armes par le Hamas. Quelle que soit sa position sur le conflit, on ne peut ici s'empêcher de penser que cette expédition livrait du récit, de l'aide publicitaire plutôt qu'humanitaire. Les actions dans les ports de Marseille ou de Gênes semblent faire preuve de plus d'efficacité. Poursuivons plus longuement avec une information trouvée dans le New York Times. Une note interne des services de renseignement russes avertit que Pékin espionne la guerre russe en Ukraine, espionne la présence russe dans l'Arctique et recrute secrètement des universitaires, des journalistes, des chercheurs, des fabricants d'armes russes. Le journal affirme que 6 agences de renseignement occidentales ont validé la note, mais sans connaître la source. Il est donc encore difficile de déterminer le motif de cette fuite et en conséquence son importance. Le président Trump a lui déjà choisi et a ouvertement annoncé son intention de s'appuyer sur ce document pour séparer Moscou de Pékin. Je vais devoir les désunir et je pense pouvoir y parvenir. Les spécialistes des relations internationales ont alors décrit cette situation comme une sorte de Nixon inversé, faisant écho au coup de maître états-unien durant l'ère soviétique, consistant à jouer un régime autoritaire contre l'autre. Mais cette fois-ci, il s'agirait de laisser la Russie consolider ses acquis en Ukraine grâce à un cessez-le-feu favorable, puis de reconstruire les liens des États-Unis avec Moscou, tout cela afin que les États-Unis puissent opérer un pivot décisif pour contrer la Chine. Quoi qu'il en soit, historiquement, les relations entre Pékin et Moscou ont longtemps été marquées par des affrontements frontaliers et des trahisons. Sur le plan économique, la Russie est aujourd'hui un petit pays, miné par les sanctions et épuisé par la guerre, presque entièrement dépendant des achats de carburant et des capacités industrielles de la Chine. Sur le plan idéologique, les deux voisins partagent le même intérêt, faire évoluer le monde au-delà de sa configuration d'après-Seconde Guerre mondiale dominée par les États-Unis. Dans ce contexte d'amicale inimitié et de proto-vassalité, il n'y a rien d'étonnant à ce que les espions russes s'inquiètent des agissements de la Chine, alors que Moscou a toutes ses ressources militaires et de renseignement mobilisées à 6500 km de là, en Ukraine. Mais à ce stade, l'authenticité du document est peut-être un peu hors sujet. Premièrement, on ne sait pas si ce cynoscepticisme est simplement le point de vue des espions russes, paranoïaques et concentrés à temps plein sur la Chine, ou une crainte largement partagée à Moscou. Deuxièmement, méfiant ou non envers son homologue chinois, Poutine a besoin de si. Ce n'est pas que les avantages l'emportent sur les inconvénients. Au contraire, Poutine n'a pas le choix. Un espion nous a dit un jour qu'il n'y avait pas d'amis dans le monde du renseignement, seulement des intérêts communs. Toute cette histoire n'en est donc qu'une illustration. Premièrement, c'est une question d'optique. Outre les perspectives explorées précédemment, un autre élément essentiel est celui de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Le rapport souligne le vif intérêt des services de renseignement de Pékin pour apprendre à contrer les armes occidentales ukrainiennes. Taïwan s'appuyant également sur ces armes pour sa défense. Mais une question plus vaste motive la soif de Xi Jinping d'obtenir une image précise de la situation de la Russie. Poutine entrera-t-il victorieux à Kiev? Si oui, Xi Jinping voudra s'attribuer le mérite d'avoir contribué à l'instauration d'un nouvel ordre mondial post-américain. Ou bien Poutine sera-t-il refoulé derrière ses frontières, puis exilé dans une datcha au bord d'un lac, s'il n'est pas remis à La Haye en échange d'un allègement des sanctions? Et si oui, Xi Jinping voudra faire comme s'il n'y était pour rien. Pour l'instant, cette guerre se situe quelque part dans ce vaste flou entre les deux, d'où la focalisation des services de renseignement de Xi Jinping sur les détails, lui permettant d'adapter son soutien et son appétence au risque en conséquence. Et on peut parier que Poutine le sait, ce qui explique en partie pourquoi il continue de projeter un sentiment de réussite
alors même que le nombre de victimes dépasse le million, car si la Chine recule, il est fichu. Deuxièmement, et c'est lié, c'est une question de stratégie. Si la publication de ce rapport faisait partie d'une stratégie occidentale visant à semer la discorde entre deux concurrents, cela ne suffit pas. Dans un monde de plus en plus divisé en camps, un monde multipolaire, ce partenariat sans limite Moscou-Pékin est moins une question de confiance que de ceux qui restent. Pour rappeler une plaisanterie d'un responsable africain, la Chine est comme un marathonien qui ne se soucie pas de regarder ses concurrents en arrière, mais se concentre uniquement sur sa course. Ou pour le dire autrement, cette course sera finalement remportée non pas par ceux qui attisent le plus de doutes, les despotes tentent également de le faire contre l'Occident, et avec régularité, mais par ceux qui offrent la vision la plus convaincante du monde à venir. Et c'est à travers ce prisme que nous referons l'histoire. Continuons avec la Colombie. Miguel Uribe Turbay, le sénateur colombien de 39 ans et candidat à la présidence, lutte pour sa vie après avoir été abattu d'une balle dans la tête par un tueur à gages de 15 ans lors d'un rassemblement de campagne à Bogota. Cet incident illustre non seulement la détérioration de la situation sécuritaire en Colombie, mais aussi la polarisation politique croissante du pays. Une telle tentative n'avait pas eu lieu depuis les jours sombres où la mère d'Uribe avait été enlevée par le cartel de Medellín. Sa famille conservatrice, le grand-père et l'ancien président Uribe, milite depuis longtemps pour un durcissement de la position contre le crime organisé et les rebelles de gauche colombiens. Achevons par le Rwanda qui a quitté la communauté économique des États de l'Afrique centrale, après que le bloc régional a refusé la présidence tournante à Kigali en raison du soutien continu du Rwanda aux groupes armés en République démocratique du Congo. Reste à savoir si le Rwanda et le Congo signeront un accord de paix plus tard ce mois-ci, après une médiation américaine apparemment interminable et pour l'instant peu efficace. Enfin, parce que le politique finit toujours par l'emporter, parce que le monde entier s'interroge sur l'avenir de l'éducation dans un monde d'intelligence artificielle, si votre crainte est que vous ne saurez empêcher vos élèves d'utiliser l'IA pour tricher aux examens, les autorités éducatives chinoises ont trouvé une solution. Il suffit d'obliger les géants du numérique à geler tous les outils d'IA dans tout le pays, pendant que 13 millions d'élèves passent les célèbres Gaokao, les examens d'entrée à l'université. Il dure 4 jours. 4 jours donc sans IA sur le territoire national. Et voici pour ce 145e numéro. N'oubliez pas que local et international se mêlent toujours plus et que de nombreux sujets s'entrecroisent. Pour bien comprendre notre actualité, je vous encourage donc à 3 choses. Si vous êtes privé d'IA, tournez-vous vers ce podcast. Si vous ne l'êtes pas, enrichissez ces numéros par vos commentaires et les informations que vous aurez trouvées sur ces intelligences ou grâce à ces intelligences. Mais surtout, continuez de suivre et d'écouter les podcasts de compétences et développement comme ceux de l'IFAC, de l'IDREA, d'IET, de 3A, d'IDRAC, de Sudecom ou du Vivamundi qui devraient vous éclairer et vous divertir sur les grands thèmes poursuivis par ces écoles. Et une fois ces écoutes achevées, espérant que tout cela vous aura intéressé, n'hésitez pas à approuver, commenter, partager les numéros qui vous auront plu, car c'est toujours apprécié.